Le message, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. On va essayer d'apporter du contenu simple, voilà, qui soit accessible à tous. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc du coup, je vais commencer la présentation. Pourquoi parler de l'insuffisance cardiaque? Parce que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie quand même qui est relativement importante en France, qui touche beaucoup de monde. On a quand même eu quasiment 200 000 personnes hospitalisées en 2022. Hein, et il y a, sur cette même année, plutôt 1,3 million personnes qui ont été concernées par l'insuffisance cardiaque, avec une augmentation de 25% tous les 4 ans, ce qui est énorme. Alors, c'est en partie lié au vieillissement de la population, mais malheureusement, on est en train de s'apercevoir que les maladies cardiovasculaires sont en train de reprendre la première place sur le podium des causes de mortalité en France et en Europe. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que 30% des insuffisants cardiaques le sont suite à un infarctus. Donc c'est vrai que l'infarctus du myocarde, c'est quand même une pathologie qui est pourvoyeuse d'insuffisance cardiaque de manière assez importante. Et c'est aussi ce qu'on va justement voir un petit peu aujourd'hui à travers ce webinaire. Alors, on va commencer voilà, le petit programme du webinaire. Donc, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? On va essayer de revenir un petit peu sur le sujet pour bien comprendre ce que c'est, quels sont les symptômes et surtout les symptômes qui doivent vous alerter. Hein. Vraiment, ça c'est important que vous puissiez reconnaître les symptômes d'insuffisance cardiaque, de décompensation cardiaque qui doivent vous alerter. On va revoir les règles de vie à appliquer, les traitements et puis quels indicateurs pour mon suivi. Parce que finalement, c'est vous, hein, les patients, les premiers acteurs de votre suivi. Et en fait, c'est à vous de bien aussi vous connaître pour pouvoir avoir une réponse adaptée en fait, et solliciter le bon professionnel de santé au bon moment par la suite. Donc, on va refaire un petit point sur l'insuffisance cardiaque et surtout l'insuffisance cardiaque après un infarctus. Donc, quand un caillot sanguin va venir boucher une artère coronaire, hein, c'est les artères qui irriguent le cœur, c'est là ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Donc, en gros, ce petit schéma-là que vous pouvez voir à l'écran, il représente l'irrigation du cœur par les coronaires. Et quand on va avoir une coronaire qui va se boucher, voilà, exactement au niveau du petit pointeur, il faut se dire que tous les territoires qui sont en aval ne seront plus perfusés, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus irrigués en sang, donc ils vont être privés d'oxygène et de nutriments. Donc ça, c'est des zones qui vont souffrir, et quand ces cellules-là en viennent à mourir, c'est ce qu'on appelle la nécrose, et c'est de là que va se former l'insuffisance cardiaque, parce que ce tissu va mourir, il ne va plus se contracter, et du coup, ça va faire diminuer la contraction du cœur. Le muscle cardiaque va plus contracter suffisamment pour assurer un travail de pompe, parce que finalement, le cœur, c'est quoi? C'est une pompe. Et le cœur, lui, son travail, c'est d'éjecter en fait un volume de sang suffisant pour pouvoir que tous les organes soient perfusés. Donc, vous avez ici une petite vidéo hein, justement sur le fonctionnement du cœur. Donc là, on est focus sur le ventricule gauche, qui est la partie du cœur qui envoie le plus de sang dans l'organisme. En tout cas, qui a le plus gros rôle de pompe, parce que c'est lui qui va vraiment envoyer aux 4 coins de l'organisme le sang. Et on voit justement les remodelages qu'il peut y avoir au niveau du cœur. C'est-à-dire que voilà, quand le cœur va se mettre à souffrir, le rythme va s'accélérer, le cœur va se remodeler avec un épaississement des tissus. Ça, c'est une première phase. C'est ce qu'on appelle le remodelage concentrique. Et ensuite, dans une seconde phase, il va se remodeler différemment, où le volume à l'intérieur va augmenter, les parois vont s'affiner. Et quand on en est là, c'est un peu problématique parce que ça devient compliqué. Ensuite, de récupérer une contractilité correcte. Donc, nous, en cardio, il y a un élément dont on parle tout le temps, c'est la sacro-sainte fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc, en gros, c'est la proportion de sang qui est éjectée à chaque contraction du cœur. Alors, c'est jamais 100%. Hein, voilà, des fois, on me pose la question. La norme, en gros, c'est 60%, plus ou moins 10, c'est-à-dire qu'une fraction d'éjection, elle est normale entre 50 et 70%. Si elle était de 100%, ça veut dire que le cœur, le ventricule se viderait complètement à la systole. Et si c'est le cas, en fait, ça cause un désamorçage et ça provoque un arrêt cardiaque. Donc, voilà, il y a toujours une petite quantité de sang qui reste dans le cœur. Donc, voilà, en dessous de 50%, c'est là qu'on commence à parler d'insuffisance cardiaque.
Donc, comment ça va être calculé? Ça va être calculé notamment à l'imagerie. L'examen type, c'est l'échographie, parce que c'est assez facile à faire. On peut le faire en cabinet. On peut le faire autant de fois qu'on veut, parce que ce n'est pas des examens irradiants. C'est assez facile, c'est assez reproductible. Donc, l'échographie sont vraiment en train d'évoluer en cardiologie. Et voilà, avant l'examen de référence, c'était le CG. Tous les patients avaient un ECG. Aujourd'hui, l'échographie, ça va un peu concurrencer, enfin, compléter l'électrocardiogramme. De plus en plus, les jeunes cardiologues travaillent en direct avec l'échographie et n'hésitent pas à mettre un petit coup de sonde à leurs patients quand ils les voient en consultation, parce que ça apporte beaucoup de renseignements pour nous. Donc, c'est utilisé pour assurer le suivi, donc la pose du diagnostic, mais aussi le suivi, parce que ça permet d'évaluer plein de choses. Ça permet d'évaluer les pressions à l'intérieur du cœur, ça permet d'évaluer la récupération et notamment, donc, du coup, la bonne réponse au traitement. Donc, c'est un examen qu'on fait souvent et qu'on a tendance à refaire régulièrement après un infarctus. Donc, après un infarctus, hein, ça, c'est une situation où finalement on est très différents les uns et les autres face à ça. C'est-à-dire que voilà, il y a des patients qui ont une récupération immédiate, complète, et tant mieux pour eux. Mais souvent, quand même, on observe une altération de la fraction d'éjection de manière plus ou moins importante, mais, mais on l'observe quand même très, très régulièrement après un infarctus. Et juste un petit mot, il est aussi possible d'être insuffisant cardiaque en ayant une fraction d'éjection conservée. Voilà, c'est des cas un petit peu plus rares et bon, là, c'est plutôt en lien avec des maladies du muscle cardiaque. Donc là, pour nous, voilà, on s'éloigne un peu de l'infarctus, mais voilà, sachez que ça peut exister. Donc, quels sont les symptômes? Là, on va se pencher un petit peu sur les symptômes justement qui doivent vous inquiéter. Et dans l'insuffisance cardiaque, on a 4 grands symptômes qu'on surveille assidûment et qu'on a rassemblés sous un acronyme qu'on appelle EPOF. C'est l'essoufflement inhabituel qui commence déjà par un essoufflement d'effort puis qui va gagner même au repos. Il y a une prise de poids rapide. Alors moi, c'est ce que je dis toujours à mes patients que je vais en consultation. Pesez-vous régulièrement parce qu'une prise de poids, voilà, prendre 2-3 kilos en quelques jours, c'est pas normal. Si c'est le cas, c'est que c'est de l'eau, en fait. Voilà, on prend pas 2 à 3 kilos de muscle ou 2 ou 3 kilos de gras en quelques jours. Quand c'est le cas, prendre autant de poids en si peu de temps, c'est que c'est de l'eau. Et autre chose que je demande à la patiente de surveiller, c'est le soir au coucher, de regarder un petit coup les chevilles à la recherche des œdèmes. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on observe fréquemment, les œdèmes des membres inférieurs qui commencent essentiellement au niveau des chevilles. Donc ça, c'est pareil, il faut être vigilant à ça et surveiller régulièrement vos jambes, vos pieds, sachant que plus l'insuffisance cardiaque se majore et plus les œdèmes remontent. Donc dans des cas vraiment de décompensation cardiaque, on peut même avoir de l'eau au niveau de l'abdomen. Donc voilà, mais avant d'en arriver là, souvent ça commence par les chevilles. Et puis la fatigue, une fatigue excessive, voilà, qui s'accroît de manière un petit peu brutale sur des activités quotidiennes qui ne posaient pas trop de soucis. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit vous alerter, sachant que généralement, quand il y a un tableau de décompensation cardiaque, on retrouve un peu tout le temps ces 4 symptômes-là, alors de manière un petit peu plus importante pour certains et un peu moins pour d'autres. Voilà. Donc, j'ai des patients qui vont se sentir plus essoufflés, mais qui ne vont pas trop prendre de poids. D'autres, au contraire, voilà, ils vont prendre du poids ou avoir un peu d'œdème, mais pas se sentir trop essoufflés. C'est assez variable d'un patient à un autre, mais en tout cas, généralement, on retrouve ces 4-là avec généralement 1 ou 2 symptômes qui est plus important que les autres. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, pour l'essoufflement, un petit schéma qui est très, très bien fait. Je ne suis pas plus essoufflé que d'habitude, c'est que mon état est stable, très bien, continue comme ça. Je suis plus essoufflé que d'habitude pour un effort qui ne me gênait pas auparavant, c'est bien de consulter son médecin traitant. Je suis beaucoup plus essoufflé que d'habitude et je me mets à tousser brutalement. Là, il faut voir son médecin et essayer de le voir relativement rapidement. Pas laisser traîner ça 15 jours, 3 semaines. Et enfin, je respire difficilement au repos ou en position couchée. J'ai besoin d'ajouter un oreiller pour dormir. Je consulte immédiatement les urgences où je fais le 15 ou le 112. Ça, c'est pareil, c'est un élément. Le fait de devoir rajouter un oreiller pour dormir, c'est ce que nous, on appelle l'orthopnée. C'est-à-dire c'est le fait de ne pas pouvoir respirer convenablement en étant allongé. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui doit vous alerter parce que c'est pas normal et ça vraiment ça signe la décompensation cardiaque. Donc ça, à retenir,
Si je suis obligé de remettre des oreillers ou que je dors assis dans le canapé parce que je n'arrive pas à respirer, ça doit vraiment vous inquiéter. Et ça, par contre, il faut alerter immédiatement un médecin pour avoir un bilan et une évaluation rapide. Le P de poids, mon poids est stable, parfait. J'ai pris 1 kilo en 3 à 7 jours. Bon, allez voir votre médecin traitant. J'ai pris 2 kilos en moins d'une semaine. Là, il convient de voir rapidement votre médecin traitant. Et enfin, j'ai pris 2 kilos ou plus en moins de 3 jours. Là, pareil, n'hésitez pas à faire le 15 parce que c'est qu'il se passe quelque chose. Les œdèmes, les chevilles ne gonflent pas, mon état est stable. Les pieds et les chevilles sont un petit peu gonflés, en tout cas un peu plus que d'habitude sur plusieurs jours. N'hésitez pas à consulter le médecin traitant. Les pieds ou les chevilles sont gonflés, mon ventre a gonflé, ma ceinture me serre, consultez rapidement votre médecin traitant. Et enfin, si vraiment les pieds, les chevilles et le ventre sont gonflés, que vraiment ça vous gêne et que vous commencez ça commence à être compliqué pour respirer, n'hésitez pas, faites le 15 et demandez un avis ou consultez rapidement votre médecin traitant. Mais le mieux, ça reste de faire le 15 parce que ça veut dire que les choses sont en train de décompenser et ça va conduire à une hospitalisation pour déplétion. Et enfin, la fatigue, c'est pareil, c'est quelque chose qui va se majorer dans les décompensations cardiaques. Donc, si vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude, vous pouvez revoir ça avec le généraliste. Si vous êtes vraiment plus fatigué, que vous sentez que vous avez besoin vraiment de vous arrêter plus régulièrement pour des efforts qui ne vous posaient pas de soucis, il faut consulter rapidement. Et enfin, si vraiment vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus à vous reposer, c'est pareil, c'est un symptôme qui doit vous alerter. Quelles règles de vie appliquer? Donc, on a deux acronymes qu'on aime bien en cardiologie, donc le EPOF pour les symptômes et le EPON pour les mesures adoptées. Et en fait, c'est essentiellement en lien avec des petites règles de vie. La première, c'est faire de l'exercice physique. Adapté à l'état de chacun. Hein. C'est sûr que si vous avez pas fait de sport et que vous sortez d'un infarctus, on ne va pas vous demander d'aller grimper je ne sais quel col, de faire le Tourmalet, mais en tout cas, voilà, la reprise d'une activité physique adaptée à votre état, ça doit se faire dès que possible. Une habitude à prendre, c'est de mesurer, de se peser régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous allez devoir faire très régulièrement, en tout cas prendre cette habitude. Si on vous a dit que vous étiez insuffisant cardiaque, faire la petite pesée, 1 jour sur 2, c'est hyper important. Autre chose d'excessivement important, c'est l'observance du traitement. Parce que nous, on peut vous apporter, on peut optimiser les traitements, on peut vous apporter plein de conseils, on peut vous suivre, on peut vous accompagner, mais on ne peut pas prendre le traitement à votre place. Donc, si jamais il y a des soucis avec le traitement, ce que ça peut arriver, on va y revenir après sur l'aspect traitement, mais s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut nous en parler, il faut parler aux professionnels de santé avec qui vous êtes en contact. Si c'est votre médecin traitant, si c'est votre cardio, s'il y a un IPA dans la boucle, n'hésitez pas à le solliciter. Mais en tout cas, restez pas dans votre coin, à ne pas prendre votre traitement parce qu'il ne vous convient pas. Il faut vite réévaluer le traitement, on le change, on refait le point, mais surtout, prenez bien votre traitement parce qu'on sait que l'inobservance de l'insuffisance cardiaque, ça va conduire à des réhospitalisations à plus ou moins long terme. Voire même assez rapidement. Donc, n'hésitez pas, et je rajouterai même d'autant plus après un infarctus, quand il y a des actes qui ont été faits sur les coronaires, comme la pose de stent, on va vous donner des médicaments pour fluidifier le sang, des antiagrégants, et ça, si vous les arrêtez, et surtout si vous les arrêtez dans les premières semaines après la pose, il y a un fort risque que les stents se rebouchent et de refaire un infarctus qui sera peut-être même encore plus important que le précédent. Donc, vraiment, l'observance, c'est quelque chose d'impératif, mais vraiment, il faut s'y tenir. Et enfin, le dernier conseil, c'est de ne pas saler, éviter de saler l'alimentation afin d'éviter la rétention d'eau. Donc, concernant l'exercice physique, les recommandations, c'est au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Ça fait à peu près 30 minutes 5 fois par semaine, pardon. Donc 30 minutes qui peuvent être découpées. Moi, je dis à mes patients, par exemple, si c'est 15 minutes pour promener le chien le matin et 15 minutes pour promener le chien le soir, moi, ça me va. Après, ça dépend aussi un peu de l'intensité de l'activité. C'est-à-dire que si vous faites juste une petite marche tranquille, 45 minutes, c'est mieux. Si vous faites une activité un peu plus importante, 30 minutes sera suffisant.
Après, attention de ne pas reprendre des activités physiques trop importantes tout de suite après l'infarctus. Allez-y progressivement, reprenez progressivement et surtout adaptez votre activité physique à votre essoufflement. C'est-à-dire, en fait, j'entends par là, quand vous faites une activité physique, c'est normal d'être essoufflé. Par contre, vous ne devez pas être essoufflé à l'excès. Nous, les conseils qu'on donne, c'est quand vous faites du sport, quand vous faites de la marche, une activité physique, c'est normal d'être essoufflé, mais vous devez toujours être en mesure de parler pendant l'effort. Si vous êtes trop essoufflé au point de ne plus pouvoir parler, il faut lever le pied parce que là, c'est que vous commencez à rentrer dans la zone rouge. Le mieux, après l'infarctus, évidemment, c'est de passer par un service de réadaptation cardiaque qui va vous reconditionner à l'effort, qui va vous le faire de manière encadrée, surveillée, et ils vont vous donner tout un tas de petits conseils comme celui-là pour une reprise de l'activité physique en toute sécurité. Après, il n'y a pas d'activité physique contre-indiquée. Vraiment, vous pouvez faire toutes les activités physiques que vous faites. Faites-le juste de manière adaptée en reprenant progressivement et en veillant à ne pas vous mettre dans le rouge de manière trop importante. Le poids, donc comme on en avait vaguement parlé juste avant, au moins 3 fois par semaine. L'idéal, hein, c'est de se peser au même moment de la journée avec la même balance. Voilà, par exemple, si vous pesez le matin après avoir uriné, prenez l'habitude de vous peser toujours au même moment, parce qu'il y a vraiment des variations qui peuvent être importantes entre le matin, le soir, entre la pesée post-mictionnelle ou pas. Donc vraiment, ça peut varier. Donc, prenez l'habitude de le faire avec la même balance au même moment et dans les mêmes conditions, parce que sinon vous allez avoir des variations de poids qui vont venir parasiter tout ça. L'observance, donc comme on l'a dit, hein, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc c'est tous les jours, c'est même si on se sent bien, c'est pendant ou en fin de repas, éviter de les prendre à jeun parce que du coup, ça va être mal toléré. En tout cas, ça risque de renforcer un petit peu les effets secondaires. On ne double pas la dose si on l'oublie. Ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Si j'oublie la prise, comment ça se passe? Si ça fait moins de 4 heures que vous avez oublié votre prise, c'est-à-dire vous prenez vos médicaments à 8 heures le matin, vous en rendez compte à 10 heures, vous pouvez les reprendre, vous pouvez prendre la prise. Après, au-delà de 4 heures, tant pis, on saute et on attend la prochaine prise, mais on ne double pas. Anticipez bien les voyages. On peut faire des délivrances, un petit peu plus longues quand il y a des voyages. Je suis un patient qui est une bonne partie de l'année en Afrique, dans les jungles, au fin fond du Ghana, avec son entreprise. Et du coup, quand il vient me voir, je fais des délivrances. Je marque sur l'ordonnance, délivrance pour 6 mois pour cause de départ à l'étranger. Donc voilà, prenez bien l'habitude, si vous devez partir, d'anticiper, voir si j'ai assez de médicaments, prenez-en même un petit peu plus, on ne sait jamais. Voilà, vous vous retrouvez bloqué à cause d'un avion qui ne peut pas partir ou un petit problème. Voilà, prenez-en plus, c'est mieux que de vous retrouver sans, sachant que voilà, si vous allez dans des pays qui n'ont pas forcément les mêmes systèmes de santé que nous, vous pouvez vous retrouver sans la possibilité d'avoir vos médicaments parce qu'ils sont plus compliqués à avoir. Donc vraiment anticipez bien. Et puis anticiper aussi les renouvellements d'ordonnances dans des zones géographiques un petit peu en tension, comme on a chez nous dans Lyon. Des fois, il faut 3 semaines pour avoir un rendez-vous auprès de son généraliste pour un renouvellement. Donc, vraiment anticiper bien pour ne pas vous retrouver sans ordonnance. Et puis, si jamais c'est le cas, normalement, les pharmaciens maintenant peuvent faire des renouvellements exceptionnels d'1 mois. Voilà, donc normalement, ils peuvent vous redélivrer 1 mois de médicaments sans nouvelle ordonnance, en attendant que vous puissiez voir un professionnel de santé, un médecin, un cardiologue, votre IPA qui puisse vous renouveler vos médicaments. Le sel, donc ça c'est pareil, c'est un ennemi assez important contre lequel on se bat un petit peu tous les jours. Les régimes sans sel, ça n'existe plus. Des fois, on me pose la question, est-ce qu'il faut faire vraiment du sans sel? Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que les patients ne le font pas longtemps, en fait. L'alimentation vraiment sans sel, c'est quand même pas terrible. Donc, les patients tiennent un petit moment, puis au bout d'un moment, ils arrêtent. Donc non, pas de régime sans sel strict. Par contre, on essaye de limiter les apports en sel. C'est-à-dire qu'en fait, du sel, il y en a dans les aliments.
il y en a même dans certains aliments beaucoup. Et donc, voilà, en fait, le sel qui est contenu dans les aliments, il suffit normalement, il faudrait s'en servir pour assaisonner. Moi, je dis aux patients, voilà, bannissez la salière, ne ressalez pas et ce sera déjà pas mal. Après, attention vraiment à certains aliments, tous les plats industriels, tous les plats préparés, ça c'est très riche en eau, en sel, en sucre, donc c'est vraiment pas bon. Enfin, en tout cas, pas bon pour le cœur. Et puis, il y a certains aliments qui sont riches en sel, hein, tout ce qui est fast-food. Voilà, une part de pizza, c'est 1 gramme de sel. Le sel se cache partout, hein, donc la charcuterie aussi, une tranche de jambon, c'est 1 gramme de sel, 2 sardines, c'est 1 gramme de sel. Enfin, vraiment, ça va aller très très vite. Quand on sait où le chercher, le sel, on s'en aperçoit qu'il y en a partout et que ça va très vite et qu'on est très vite à 4 à 5 grammes par jour. Donc vraiment attention aux repas préparés parce que ça c'est il y a énormément de sel caché, comme il y a du sel, du sucre, on s'en rend pas trop compte et vraiment ça c'est très très mauvais. Le traitement d'une insuffisance cardiaque qui contient certaines molécules qui sont communes avec le traitement de l'infarctus. Les dernières recommandations des sociétés savantes de cardiologie, en fait, elles datent de 2021. Elles ont été réactualisées en 2023, mais elles datent vraiment essentiellement de 2021. C'est là qu'a été fait le plus gros travail. Et en fait, ça repose sur la mise en place qu'on appelle une quadrithérapie. Donc, c'est 4 traitements, une association de 4 médicaments en traitement de fond. Et en fait, on adapte les posologies en fonction de la tolérance de chaque patient. C'est-à-dire que c'est des médicaments qui marchent très bien, mais qui sont quand même pourvoyeurs d'effets secondaires. Les 2 gros effets secondaires que nous, on recherche de manière systématique, c'est les baisses de tension, parce que c'est des médicaments qui font quand même pas mal baisser la tension, surtout qu'en plus, on les introduit sur un cœur qui est déjà fatigué, donc qui a du mal à pomper, donc qui a du mal à mettre la tuyauterie en pression. Donc, ça a tendance vraiment au début à pas forcément toujours être bien toléré. Donc nous, après, on a des cibles, c'est-à-dire que les études nous ont donné des cibles en termes de posologie. Donc on essaie de les atteindre parce qu'on sait que c'est ces posologies-là qui sont les plus efficaces. Des fois, on n'y arrive pas parce que c'est pas bien toléré. Après, c'est pas grave, on fait au mieux, hein. Mais en tout cas, voilà, chaque posologie est faite en fonction de la dose maximale qui est tolérée par le patient. Donc il y a 4 molécules que nous en traitement de fond et on a souvent une 5e qui est associé, qui sont les diurétiques, qui sont un petit peu différents parce que là, c'est plus vraiment un traitement de fond, mais c'est plutôt pour traiter les symptômes. C'est-à-dire quand le cœur est fatigué, voilà, faut vous imaginer, enfin, on en reviendra après parce que je crois qu'il y a une petite slide dessus. Donc la quadrithérapie, ça commence par un bêta-bloquant. Donc, c'est un médicament qui va avoir pour rôle de freiner un petit peu le cœur, qui s'économise un petit peu, que ce soit au repos ou à l'effort. Il va diminuer le trouble du rythme et il a aussi un effet un peu anti-stress. Alors, les effets secondaires fréquents, c'est que du coup, ça ralentit le pouls, des fois un petit peu à l'excès. On ne peut pas toujours mettre les doses qu'on voudrait, les doses qui sont recommandées parce que sinon le cœur descend un petit peu trop bas en termes de battement. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave, on fait avec les doses qu'on peut mettre. Ça peut donner un petit peu des vertiges, notamment au lever, parce que ça peut faire baisser un petit peu la tension et du coup, ça peut donner ce qu'on appelle des hypotensions orthostatiques. Donc, ça, en fait, c'est le fait d'avoir des vertiges si on se relève un petit peu vite. Voilà, le matin, vous êtes au lit, le réveil sonne, vous vous relevez un peu vite et là, vous avez la tête qui tourne. Et ben, c'est typiquement ça, c'est parce que la tension est trop basse et du coup, le cœur n'arrive pas à envoyer suffisamment de sang au cerveau en temps réel et du coup, ça provoque des vertiges. Ça peut aussi un petit peu ça peut fatiguer, ça peut donner un peu envie de dormir. Et puis, pour les sportifs, ça peut aussi, quand on a des patients sportifs qui font un infarctus, ils pestent un petit peu parce que ça peut donner une espèce de sensation de frein à l'effort. C'est-à-dire que des fois, on a du mal à retrouver la même montée en pression au niveau du cœur et des performances parce que le bêta-bloquant va venir freiner un petit peu. Donc après, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à en parler parce qu'on peut adapter, hein. On peut adapter si vraiment c'est mal toléré. Ça peut donner aussi des troubles digestifs. Et puis une baisse de la libido. Alors ça, c'est pareil pour les patients hommes. Faut pas hésiter à en parler. Nous, on a l'habitude, hein, on a des patients qui nous en parlent fréquemment. Ils nous en parlent même souvent pas assez. Des fois, ils nous en parlent, mais ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Faut pas hésiter à en parler avec votre professionnel de santé. Il y a des solutions qui existent, hein. On essaye d'adapter un petit peu la posologie. Soit sinon, on peut donner aussi quelque chose pour aider. Mais en tout cas, il y a toujours, il faut en parler. Il y a toujours une solution. Tu vois là pour les principaux effets secondaires qu'on va retrouver sur les bêta-bloquants. Donc les bêta-bloquants, c'est tous les médicaments qui se terminent par LOL, hein. Bisoprolol, c'est celui qu'on met le plus souvent. Nebivolol, carvedilol, voilà, c'est cette classe de médicaments-là. L'IEC, c'est un traitement qu'on met en place dans les infarctus, qu'on mettait en place systématiquement dans les
dans l'insuffisance cardiaque qui aujourd'hui s'est fait griller la politesse par le médicament qu'on va voir après, ce qu'il est plus efficace. Mais quand ce fameux médicament n'est pas toujours pas bien toléré, on peut avoir ce médicament-là qui est mis à la place. Il va dilater les artères, diminuer la pression artérielle, il va soulager un petit peu le cœur en facilitant l'éjection. Donc, il est prescrit dans l'insuffisance cardiaque et après un infarctus. Et les principaux effets secondaires qu'on peut avoir sur ce médicament-là, c'est des toux sèches. Ça, c'est quelque chose de typique. La toux sèche après l'introduction d'IEC, c'est le grand classique. C'est assez rare, mais ça arrive. Et donc, les traitements les plus communs, c'est ramipril, péridopril, enalapril, tout ce qui se termine par pril. Voilà. Et donc, les IEC, ils ont été remplacés par l'Entresto, qui est un médicament qui est assez récent, qui a quelques années, qui a complètement modifié la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Vraiment, il permet une bien meilleure récupération au niveau de la fonction cardiaque. Il diminue beaucoup mieux les pressions artérielles, il a un petit effet diurétique aussi, et il va avoir tendance à dilater un peu les artères. Donc, dilater les artères, c'est bien, sauf que ça fait baisser la tension. Et ça, c'est l'effet secondaire le plus fréquent, c'est les hypotensions. Il peut y avoir aussi un peu ça peut aussi un peu diminuer la fonction rénale avec une augmentation du taux de potassium et surtout une petite altération de la fonction rénale. Après, nous, c'est quelque chose qu'on surveille quand on fait la titration, c'est-à-dire quand on augmente les doses progressivement, on surveille tout ça. Les doses, en fait, on les met de manière progressive, c'est-à-dire qu'il y a trois dosages pour ce médicament-là. On commence par le plus petit dosage et puis après, en fonction de la tolérance, on l'augmente petit à petit jusqu'au 3e palier. Et donc, à chaque fois qu'on augmente le traitement, on va regarder qu'il n'y ait pas d'hypotension, qu'il n'y ait pas de problème au niveau du rein, qu'il n'y ait pas de problème de potassium. Et un effet secondaire aussi qui est peu fréquent, mais qui peut quand même arriver, c'est les agitations nocturnes, cauchemars, des angoisses nocturnes, des insomnies. Voilà, c'est quelque chose finalement qui n'est pas si rare que ça et qu'on peut retrouver avec l'Entresto. Les minéralocorticoïdes, donc ça c'est la troisième grande classe de médicaments qui est prescrit. Il y a 2 molécules pour l'instant sur le marché, la spironolactone et l'éplérénone. Donc c'est un petit effet diurétique, ça va garder un petit peu plus facilement le potassium, ça empêche la perte de potassium dans les urines, donc ça va avoir tendance pareil à faire un petit peu monter le taux de potassium, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on surveille. Là aussi, ça diminue un petit peu la pression artérielle, mais d'une manière quand même moins importante que les premiers médicaments. Et puis, un effet secondaire qu'on essaye de surveiller, c'est ce qu'on appelle la gynécomastie, c'est-à-dire la formation de seins chez les hommes. Après, c'est surtout la spironolactone qui est pourvoyeuse de cet effet secondaire, l'éplérénone les moins, donc généralement, mais plutôt de l'éplérénone chez les hommes. Ça reste rare, c'est résolutif à l'arrêt du traitement, très généralement. C'est-à-dire que souvent, voilà, j'ai un patient qui m'a fait ça. On a arrêté le traitement, c'est revenu dans l'ordre. Et puis c'est vrai que maintenant, c'est un effet secondaire qu'on va bien connaître, donc on met plus facilement de l'éplérénone maintenant chez les hommes. La dernière classe, les glyphosines, empagliflozine, dapagliflozine, il y a des noms, les noms commerciaux, ça va être Forxiga et Jardiance. Donc, à la base, c'est des médicaments pour le diabète, pour faire simple, qui font pisser le sucre. Donc, c'était à la base pour le diabète. Et en fait, pendant les études de mise sur le marché, quand ils ont commencé à faire les essais cliniques sur des patients, ils se sont rendus compte que les patients cardiaques étaient nettement améliorés avec ce médicament-là. On ne comprend pas bien encore un petit peu le mécanisme par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, ça a démontré de tels effets bénéfiques sur le plan cardiovasculaire que du coup, il a été intégré à la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et c'est un médicament maintenant qu'on prescrit systématiquement dans l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit à fraction d'éjection altérée ou préservée. Dans l'insuffisance cardiaque à effet préservant, c'est un médicament qui est aussi prescrit parce qu'il va avoir tendance à diminuer un petit peu la pression artérielle, il a un petit effet diurétique et ça stabilise aussi un petit peu la glycémie. Donc c'est un médicament qui est maintenant systématiquement employé dans l'insuffisance cardiaque, qui a des petits effets secondaires. Qui sont surtout les infections des voies urinaires. Alors ça peut être un peu problématique. C'est pareil, c'est quelque chose, il ne faut pas hésiter à nous en parler. Si vous êtes sous glyphosine et que vous faites des infections urinaires ou gynéco à répétition, il faut nous en parler parce que il n'y a pas grand-chose de plus à faire que malheureusement devoir arrêter le traitement
Moi, j'ai eu plusieurs patients qui l'ont eu. On a essayé de l'arrêter, le temps qu'ils soignent. On les a essayé de les reprendre après. À chaque fois, les infections sont revenues. Donc, malheureusement, quand il y a ce type d'effet secondaire, souvent, ça aboutit à une contre-indication définitive. Mais voilà, ça reste quand même heureusement assez rare. On parlait tout à l'heure des diurétiques. Eux, par contre, voilà, ils ne font pas partie du traitement de fond qu'on a vu là sur les 4 classes précédentes. C'est vraiment un traitement qu'on appelle symptomatique, hein. Le but, c'est vraiment de faire diminuer la pression et l'excès d'eau en fait dans l'organisme. Voilà, faut vous dire que le cœur, c'est une pompe. Et voilà, imaginez, voilà, vous avez votre cave qui est en train de se remplir, c'est inondé, vous mettez en marche votre pompe, elle marche très bien, tant pis, hein, tant mieux, l'eau est éliminée au fur et à mesure. Mais si votre pompe ne marche pas et qu'elle n'arrive pas à éliminer suffisamment d'eau, le niveau va monter, 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 monter. Et là, c'est le même principe avec le cœur. Le cœur, c'est une pompe. Si elle ne marche pas bien, le niveau d'eau va monter. Il va y avoir une augmentation des pressions au niveau du cœur. Et du coup, l'eau va avoir tendance à se stocker en amont. Donc, ça va être les jambes, l'abdomen et en ce qui concerne le cœur gauche, les poumons. Et pour éviter justement de se retrouver avec de l'eau dans les poumons, on utilise autant qu'il faut, hein, on utilise des diurétiques. Alors, sur des insuffisances cardiaques assez modérées, assez légères, généralement, c'est un traitement qui est ponctuel. On le met les premiers temps et puis après, on n'a plus besoin. Sur des fractions d'éjection fortement altérées, souvent, il faut laisser un petit traitement de fond. Mais vraiment, voilà, c'est pas le traitement de l'insuffisance cardiaque en lui-même, c'est un traitement des conséquences de l'insuffisance cardiaque. Quand on peut l'enlever, on enlève. Des fois, il faut qu'on le laisse sur des grosses insuffisances cardiaques parce qu'il n'y a pas le choix. Le cœur ne pompe pas assez et vraiment, il faut laisser une petite dose de diurétique. Voilà, c'est comme ça. Les effets secondaires, ça peut majorer des hypotensions, vertige, fatigue, et ça va avoir tendance à diminuer le taux de potassium parce que ça fait pisser le potassium. C'est surtout très désagréable pour les patients parce que du coup, là, c'est des médicaments qu'on donne le matin parce que le soir, on ne le donne pas pour éviter que les patients passent leur nuit sur les toilettes. Et du coup, le souci de ces médicaments-là, c'est que quand on le prend le matin, on sait que dans la matinée, on va aller plusieurs fois aux toilettes et du coup, les patients, on sait que pour eux, c'est un petit peu handicapant de devoir aller, quand on a prévu d'aller faire ses courses, qu'on a un rendez-vous, je ne sais où, en fin de matinée, qu'on a pris le Nasilix avant, ça peut vite être contraignant. Donc, voilà, c'est le petit effet secondaire, finalement, le petit désagrément qui est le plus fréquent avec celui-là, c'est que ça impacte un petit peu plus le quotidien des patients, que ça peut être un peu gênant. Qui nous dit que depuis qu'il est sous Entresto, il ne prend plus de diurétique, sauf quand il sent qu'il en a besoin. Et il demande s'il peut éventuellement décaler la prise de ces médicaments. Donc j'imagine soit Entresto, soit les diurétiques. Pour l'Entresto, non, parce que l'Entresto, en fait, c'est un médicament qui a une durée d'action d'à peu près 12 heures. Donc là, pour l'Entresto, c'est vraiment important de le prendre matin et soir. Après, les diurétiques, effectivement, nous, on les met plutôt le matin ou matin, midi. Mais après, voilà, j'ai des patients qui le prennent le soir parce que ils préfèrent faire comme ça. Il n'y a pas la règle, elle est moins importante. Après, si vous vous sentez pas particulièrement essoufflé, que vous n'avez pas pris de poids, que tout va bien, effectivement, vous pouvez décaler les prises. Moi, j'ai des patients qui sont assez autonomes, hein, sur les diurétiques. Voilà, quand ils sentent que ça va mieux, ils réduisent un petit peu. Puis si à un moment ils sentent un peu moins bien, ils les reprennent. Ça, c'est moins. Il y a plus de flexibilité sur les diurétiques. Par contre, l'Entresto, c'est vraiment super important de le prendre matin et soir. Et on voit un petit peu moins, mais moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, je voyais un petit peu des gags, des fois, sur des prescriptions. On voyait de l'Entresto le matin, ou matin, midi et soir, ou un jour sur 2. Non, l'Entresto, c'est tous les jours et c'est matin et soir. Et ça, vraiment, c'est super important. Les diurétiques, après, voilà, on peut moduler. On peut les prendre, voilà, si on ne veut pas les prendre le matin, on peut prendre le midi. On peut les prendre le soir si ça ne vous dérange pas d'aller la nuit au WC. Nous, on s'en fiche. Mais l'important, c'est vraiment de ne pas être congestif et d'adapter la dose sur l'essoufflement. Il n'y a pas de règle précise par rapport à ça. Il faut que vous fassiez comme c'est le plus confortable pour vous, en tout cas pour le Lasix, le furosémide, les diurétiques en général. Alors, les indicateurs pour le suivi, il y a quelques petites choses qu'il faut garder en tête pour bien
pour bien se suivre et bien garder la main sur son état de santé, déjà, il va falloir que vous définissiez ce qu'on appelle votre poids de base ou le poids sec. Nous, on parle aussi des fois de poids sec, c'est-à-dire le poids que vous faites quand vous n'êtes pas essoufflé, que vous n'avez pas d'œdème, que vous n'êtes pas fatigué. Voilà, ça, c'est le poids, votre poids de base, et c'est le poids qui doit vous servir pour vous guider pour la suite quand vous allez vous peser régulièrement. C'est voilà, ce poids-là que vous devez garder en tête et c'est à partir de ce poids-là que vous devez dire ah ben là j'ai pris du poids ou j'ai pas pris de poids. Voilà, c'est vraiment ce poids-là, donc c'est hyper important. Pas essoufflé, pas d'œdème et pas de fatigue, vraiment aucun symptôme. Voilà, aucun symptôme, des biologies correctes. On garde ce poids-là en tête. Parler de biologie, voilà un autre élément du suivi qu'on use et abuse régulièrement, c'est le NT-proBNP. Voilà, c'est une petite prise de sang, hein. Normalement, le taux, il est censé être proche de 0. Après, il y a des variabilités, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mêmes normes chez les patients sans antécédents que chez les patients avec insuffisance cardiaque. Il y a aussi des évolutions des normes en fonction de l'âge. Donc voilà, les normes, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais elles sont assez évolutives. Mais en tout cas, voilà, nous, on sait à peu près, en fonction de la fraction d'éjection du patient en face de nous, on sait à peu près les taux. Les taux de NT-proBNP, et puis après, c'est pareil, on arrive à identifier des taux de NT-proBNP chez les patients. On sait leur valeur seule, c'est leur valeur seuil, c'est un peu comme le poids sec. Voilà, il y a certains patients, généralement, une fois qu'ils ont plus en décompensation, qu'ils sont bien stables, moi j'aime bien justement refaire le point sur le poids, les NT-proBNP, parce que du coup c'est pareil, j'aime bien avoir un NT-proBNP de base pour voir d'où je pars. Et vraiment la norme à la définir chez chacun. Vraiment, c'est ça pour le coup, ça va être différent pour tout le monde. Donc voilà, sachez que c'est une prise de sang qu'on va vous faire plus ou moins régulièrement en fonction de votre insuffisance cardiaque. Si vous avez voilà, une insuffisance cardiaque modérée, que vous êtes stable 2 fois par an, ça suffit. Par contre, si vous avez des baisses de tension, si vous avez des fractions d'éjection vraiment basses et que vous nécessitez un suivi régulier, on peut le faire. J'ai des patients chez qui, en ce moment, j'ai un patient chez qui je le fais toutes les semaines parce qu'on gère les diurétiques en ambulatoire. C'est quelque chose qu'on demande assez régulièrement. Et donc, voilà, donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. L'entrée dans l'insuffisance cardiaque, c'est l'entrée dans une maladie chronique, mais on vit avec. Voilà, on vit avec. Prenez bien vos traitements, consultez bien les professionnels de santé autour de vous, et puis après, voilà, on vous accompagne au quotidien pour vivre de belles expériences chez vous. Dans l'insuffisance cardiaque et surtout après un infarctus, on demande des taux de cholestérol bas. Les recommandations, c'est un taux de LDL inférieur à 0,55 g par litre, donc c'est des taux assez bas qui nécessitent très souvent de mettre en place des traitements hypolipémiants pour y arriver. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué après un infarctus quand on arrive dans l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des patients qui ressortent avec des ordonnances où ils ont 7-8 molécules de prescrites parce que il y a la quadrithérapie de l'insuffisance cardiaque, il y a un peu de diurétique, il y a le médicament pour le cholestérol, il y a les antiagrégants plaquettaires, un autre petit médicament pour protéger l'estomac. Enfin, vraiment, on se retrouve tout de suite avec 7-8 molécules chez un patient qui allait plutôt bien et qu'on n'avait pas avant. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué pour les patients d'accepter ça. Malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas trop faire autrement. Peut-être qu'à l'avenir, on découvrira d'autres médicaments qui se substitueront à certains d'entre eux et puis qu'on aura des traitements un peu plus légers. Peut-être que les laboratoires mettront en pratique vraiment des médicaments combinés. On pourra vraiment regrouper les médicaments sous un comprimé ou un ou deux comprimés qui seront plus simples. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste assez contraignant. Pour revenir sur le cholestérol, voilà, inférieur à 0,55 g par litre de LDL. Après, les taux peuvent varier un petit peu aussi en fonction des comorbidités, c'est-à-dire que voilà, quand il n'y a pas eu de problèmes coronaires, de choses comme ça, qu'il n'y a pas trop de facteurs de risque, on peut tolérer des taux de cholestérol un peu plus bas à 0,7. Mais voilà, gardez en tête 0,55, c'est vraiment celui-là qu'on demande le plus souvent.
Mais du coup, je rebondis là-dessus. Je rebondis là-dessus des tensions basses. Voilà, avoir 9-10 de tension avec la quadrithérapie, c'est malheureusement assez fréquent. Et ce ne doit pas justifier d'un arrêt du traitement si c'est bien toléré. Je m'explique. C'est que pareil, quand j'ai commencé, je me suis un petit peu bagarré avec les généralistes qui m'arrêtaient les médicaments de l'insuffisance cardiaque parce que les patients avaient 9-10 de tension, mais qui se plaignaient de rien. Et des tensions basses, tant qu'elles sont bien supportées, on ne touche pas au traitement. Vraiment, ça, c'est hyper important. C'est un message qu'on essaie de faire passer de plus en plus auprès des autres professionnels de santé. Je suis allé la semaine dernière aux Journées européennes de la Société française de cardiologie et vraiment, enfin, toutes les dernières études disent que le bénéfice en termes d'insuffisance cardiaque, c'est ces fameux 4 médicaments qu'on a vus tout à l'heure. Et les 4 médicaments aux doses celles qui sont recommandées, en fait. Donc, les doses les plus importantes qu'on pourra mettre, c'est celles-ci qui sont les bonnes. Après, si on ne peut pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on mette absolument ces 4 médicaments-là aux posologies les plus importantes qu'on pourra mettre. Et vraiment, on perd en bénéfice pour le patient en termes de mortalité. On s'aperçoit dans les études qu'il y a une vraie baisse en termes de bénéfice si on n'a pas ces 4 médicaments-là et ces 4 médicaments-là aux bonnes doses. Donc vraiment, on ne doit arrêter ou diminuer les traitements de l'insuffisance cardiaque que sous un excellent prétexte, c'est-à-dire des tensions basses mal supportées ou une altération importante, là c'est pareil, j'insiste là-dessus, importante de la fonction rénale. Tant qu'on n'a pas ça, on laisse les traitements parce que le bénéfice en termes d'immortalité sur le cardiovasculaire, il est beaucoup plus important. Effectivement, c'est un partenariat avec l'association avec insuffisance cardiaque, dont Steven qui est présent sur le chat et le président. Donc n'hésitez pas à aller soutenir l'association, regarder les activités. Et par ailleurs, donc j'ai vu la question sur le chat. Donc effectivement, vous aurez accès au replay de cet atelier, vous sera envoyé par mail. Et si vous le souhaitez également, vous pourrez accéder en fait à des programmes dédiés sur l'insuffisance cardiaque ou d'autres programmes d'information directement via l'application mobile qu'on est en train de développer. Donc si vous souhaitez être dans les premiers à tester notre nouvelle application mobile, je vous ai juste mis le lien dans le chat également. Vous pouvez aussi scanner le QR code et du coup, vous pourrez retrouver directement les informations qui vous ont été partagées par Arnaud ainsi que nos prochains webinaires sur l'application mobile. Donc voilà, vous aurez tout par mail ou via l'application. Merci Arnaud encore pour avoir animé cette séance et au plaisir de vous retrouver pour un prochain atelier, un prochain webinaire du cœur organisé avec Noctua Care. Merci à tous. Bonne fin de journée.